les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 18e vlog. Aujourd'hui nous sommes le 6 avril et je m'apprête donc à aller faire mon 6e tournoi Survivor à 18 h. Là il doit être à peu près 15 h30, donc dans 2h30 je vais décoller. Donc le programme c'est que je vais vous emmener avec moi au Vénitian pour vous faire vivre de l'intérieur donc ce tournoi. Comme d'habitude, à chaque pause je viendrai avec vous pour vous raconter les coups les plus marquants et vous dire un petit peu voilà quelle est la situation du tournoi. J'avais déjà fait ça avec le premier tournoi Survivor que j'avais fait. Malheureusement, j'ai eu des problèmes techniques, donc j'ai pas pu vous le mettre en avant. Et plutôt que vous faire vivre ça un petit peu en décalé et en plus, voilà, pas en direct, là, je préfère vous faire un résumé donc de mes 15 premiers jours, notamment des 5 premiers tournois Survivor. Et j'ai également fait un tournoi à l'Orléans, un tournoi à 300 $, un tournoi normal, dont je vais vous parler également. Je vais également vous parler donc des résultats financiers de ces 15 premiers jours. Et vous parler également de quelques ajustements que je vais faire justement sur la villa de coaching que j'ai prévu du 15 mai au 15 juin donc cette année. Il reste encore quelques places, donc je vous parle de tout ça durant cette vidéo également. Petit générique et on y va. Alors je vais vous résumer donc brièvement les 5 tournois Survivor que j'ai fait. Donc le premier tournoi Survivor, j'ai plutôt très mal démarré puisque je me suis retrouvé donc avec 7000 jetons très rapidement durant le tournoi. En effet, j'ai eu un coup qui m'a coûté un petit peu cher. À un moment donné, je joue contre un joueur qui avait payé 3 barrels avec la seconde paire au board et j'ai As-Valet, il avait juste limpé UTG, je relance. Et malheureusement, en fait, voilà, j'enverrai 3 barrels en ayant touché un As, en pensant être en value, et au final, il a As-Dame, donc voilà, je perdrai quelques jetons dessus. Donc ensuite, je perdrai encore quelques coups, et je descendrai un stack de 5700 jetons sur les 12 000 jetons de départ, avant de bust un peu plus tard, avec As-10 de pique, où malheureusement, je toucherai un flop 10-8-7, et donc très connecté, le pot avait été relancé, j'avais payé une joueuse, en fait, qui était très straightforward, c'est-à-dire qu'elle misait quand elle avait du jeu, elle checkait quand elle ne misait pas, elle check, je décide d'envoyer tapis, il y a un joueur qui est derrière moi malheureusement qui a valet 9, donc la quinte floppée, et qui me déstackera complètement. Je regrette pas du tout le coup, j'ai top pair top kicker sur ce coup. La stratégie, effectivement, il y avait plus de la moitié de mon stack qui était déjà par terre, donc c'était soit de remonter un peu mon stack, soit de rebeuil directement tant que les blinds n'étaient pas encore trop élevés, et de pouvoir remonter un stack suffisamment conséquent derrière. Donc derrière, voilà, on suit la stratégie et on rebeuil, donc on remet 300 $ à nouveau dans ce tournoi et je repartirai assez catastrophiquement également puisque je retomberai en fait assez bas au niveau des jetons. Donc là ici on verra que je suis retombé à 6400 jetons. Ensuite j'ai eu la chance de redoubler donc sur un coin de flip et j'ai en fait encore redoublé ensuite en combat de blinde avec les valets contre paire de 6, donc où je relancerai, il mettra tapis avec paire de 6, je le payerai avec les valets et je doublerai donc à plus de 22 000 jetons. Ensuite il y a des petits coups techniques que j'ai fait 2-3 beaux petits bluffs et donc je commencerai à avoir un tapis un peu plus confortable aux alentours des 40 000 jetons. Ensuite j'ai encore une paire de dames au bouton et après un limper. Donc je reprendrai encore le spot pour relancer bien évidemment. Et donc le rec qui était en small blind, qui m'a vu vraiment très actif durant la dernière heure, décide de m'envoyer tapis avec As-Valet à partir de la small blind. Et donc je collerai avec les dames et heureusement ça tiendra. Donc là après je commencerai à avoir un stack qui sera quand même beaucoup plus conséquent, donc je serai plus en mode gestion, à essayer de gérer le tournoi au mieux. Et donc ensuite j'arriverai à 10 left où j'aurai un stack à peu près un petit peu au-dessus de la moyenne. Donc là voilà, j'ai décidé de faire un mode gestion, essayer de gérer, de prendre quelques blindes par-ci par-là, histoire de maintenir mon stack mais de plus prendre de risques. Et j'arriverai donc dans les 7 places payées à 2500 $ assez tranquillement, donc vraiment en mode gestion sur ce jour-là. Donc ça a été vraiment un tournoi très difficile au départ où j'ai vraiment je suis descendu très bas au niveau du stack. Et la deuxième partie de tournoi, donc à partir des 2 premières heures qui étaient catastrophiques, ça a vraiment déroulé, ça s'est bien passé. Il y a eu du skill, il y a eu de la réussite également. À un moment donné également, j'ai eu un Borland 2 contre un joueur qui faisait un peu n'importe quoi, je l'ai déstacké. Donc voilà, donc premier tournoi Survivor, première place payée, donc très content du résultat donc sur cette première journée. Et le lendemain malheureusement je serai malade, donc il y avait un deuxième tournoi Survivor, j'y suis quand même allé mais très affaibli, honnêtement j'étais très fatigué pendant le tournoi, je commençais à m'endormir, j'avais de la fièvre, j'étais pas bien du tout, mais là ça s'est passé vraiment totalement différent du premier Survivor, puisque comme vous venez de le voir, le premier Survivor c'est
très mal passé en début de tournoi. Et là, j'ai carrément monté un stack très très rapidement. Je suis monté à 4 fois le stack. J'ai dû monter à 48 000 ou 50 000 dès les 2 premières heures. Où là, j'avais des joueurs qui étaient plutôt craintifs, où je pouvais vraiment bien jouer post-flop. Donc j'ai profité un peu de mes qualités de joueur de cash game justement pour mettre des bons sizing et pour essayer un petit peu de jouer sur les leviers. Et ça s'est plutôt bien passé. J'ai touché en plus quelques jeux en fait contre des joueurs qui étaient très calling station, donc j'ai mis quelques gros overbets qui ont été payés, et donc en 2 heures j'ai multiplié mon stack par 4, donc c'est ce qui m'a permis vraiment de dérouler ensuite. Là, vu que j'étais très très affaibli, j'avais pas du tout l'intention de prendre des images, etc., de prendre beaucoup d'images, parce qu'honnêtement, pour me focus, c'était vraiment très 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 compliqué. J'ai même hésité à aller le faire, honnêtement, puis je me disais que même en étant malade, vu le niveau sur ces tournois, c'était quand même intéressant d'aller le faire. Et je suis monté jusqu'à un stack de 100 000 jetons. J'ai complètement arrêté de jouer après. 100 000 jetons, normalement, c'est suffisant pour gérer. On était 9 joueurs, il y avait 7 places payées, il n'y avait que 2 joueurs à sauter. Je devais être 4e à ce moment-là, au niveau des stacks, 3e, 4e. Donc il y avait énormément de joueurs qui étaient derrière moi, je prenais pas de risque. Et au final, je suis pas passé loin de la correctionnelle. Honnêtement, je suis passé très très près de pas être payé, puisque là, cette fin de game était complètement folle. C'est bien simple, tous les short stacks, à chaque fois qu'ils sont allés à tapis, ont systématiquement doublé. Donc à un moment donné, je me suis retrouvé en fait en étant deuxième short stack. Donc jusqu'à ce moment-là où j'étais en big blind et donc il me restait vraiment très peu de stacks. Si jamais je passais là mes blinds, j'avais plus qu'un tour et au prochain tour j'étais à tapis sur mes blinds. Et donc il y avait quelqu'un qui était juste à ma gauche qui avait un plus petit tapis que moi et qui a décidé de shove donc avec valet 3 avec je sais pas 2 blinds à peu près, c'est à peu près ça. Il a décidé de shove valet 3 donc UTG en pensant qu'il n'aura pas forcément une meilleure main la main suivante. Il y a le chip leader donc qui met tapis. Et la grosse surprise, c'était aussi une de mes stratégies, c'est que le joueur qui a payé en fait le tapis, c'était un joueur qui faisait un peu n'importe quoi, qui avait aucune notion de l'ICM, qui était vraiment très mauvais. Du coup, c'était aussi ça la stratégie, c'est que ce joueur-là, je savais qu'il pouvait sauter à tout moment. Et donc il prend le risque de payer ce tapis-là avec roi valet de cœur. Donc le chip leader à As-10, le short stack à valet 3 et donc arrive ce flop où le chip leader aura fait 2 paires avec As-10 et heureusement pour roi valet qu'il n'a pas perdu contre le short stack parce que sinon c'est lui qui aurait fait la bulle alors qu'il avait un tapis qui était largement au-dessus des autres, des short stacks du moins, et normalement il aurait dû être payé quasiment tous les jours. Voilà aussi ce genre de coup. Pourquoi j'aime autant faire ces Survivors? Parce que les gens font tellement d'erreurs, et même dans les moments décisifs comme ici où Roi-Valet il doit simplement fold, c'est un fold en plus qui est très facile, et il va s'engager et se mettre en danger pour rien du tout. Donc là ça s'est bien passé pour lui, mais en l'occurrence ici c'est vraiment une grosse erreur. Donc du coup pour ce deuxième tournoi Survivor, c'est une nouvelle place payée, donc à nouveau 2500 $. Donc là premier tournoi j'avais fait 1900 $ de bénéfices puisque j'avais payé 2 entrées. Et là ce coup-ci je prends 2200 $ de bénéfices puisque j'ai payé que 300 $ de BI. Donc un très bon bénéfice sur les 2 premiers jours. Et ensuite malheureusement voilà, j'aurai 5 jours où je ne grinderai plus du tout puisque j'étais malade et incapable d'aller jouer. Honnêtement j'étais vraiment pas très bien. Donc du coup repos forcé pendant 5 jours. Et je suis allé ensuite faire 3 tournois Survivor le mercredi suivant, le jeudi et le vendredi, toujours au Vénitian, toujours des 300 $ où il y avait la capacité donc de prendre 2500 $ à chaque fois. Donc le troisième tournoi ça va être très bref puisque j'ai vraiment pas eu de jeu, ça s'est pas bien passé, il n'y a pas eu de coup vraiment notoire, j'ai busté au bout de quelques heures quand même, j'ai fini 20e il me semble, on était toujours à peu près le même nombre, environ 70, et j'ai essayé de résister comme je pouvais, mais vraiment pas de cartes, pas payé sur ce troisième tournoi. Ici aucune frustration, j'ai pas eu suffisamment de jeu, j'ai jamais réussi à monter un stack, comme vous voyez ici j'ai eu vraiment plusieurs stacks, je suis resté toujours dans ces environs là, à survivre, vraiment là c'était vraiment le Survivor. J'ai essayé de prendre des spots comme je pouvais, ça passait à chaque fois. Et j'ai busté, mais je peux même plus vous dire en fait sur quoi j'ai busté tellement c'est anecdotique, il n'y a pas eu de gros coups, c'est pas un bad beat, c'est pas un gros machin, voilà. Le quatrième tournoi, lui, donc a été beaucoup plus frustrant puisqu'on était une nouvelle fois 71 joueurs. Ça a été vraiment très régulier au niveau de la participation donc, dans ces tournois puisqu'on avait 72 joueurs environ régulièrement, 72, 71, 76, voilà, c'est à peu près ça. Et ici, j'ai encore fait un gros deep run puisque je terminerai malheureusement 9e, il y avait 8 places payées, une à 2
2250 $ et 7 à 2500 $. Malheureusement, je suis sorti un peu de ma stratégie sur ce coup-là, malheureusement, un gros coup de fatigue, encore une fois. Ce qu'il faut savoir, c'est que durant ces tournois, tous les tournois que j'ai fait, suite au fait que j'étais malade, je m'endormais littéralement à la table, c'est-à-dire que je piquais vraiment du nez. C'était assez dingue, c'est la première fois pour moi que ça arrive de piquer tout le temps du nez comme ça pendant 5 jours. J'avais vraiment l'impression de m'être fait piquer par la mouche CC, honnêtement, j'avais vraiment de grosses difficultés à focus. C'est pour ça aussi que j'ai rien filmé en termes de vlog, puisque j'avais vraiment pas du tout l'énergie. Déjà, j'avais pas l'énergie en fait pour focus. Donc faire un vlog à côté, c'était juste inenvisageable pour moi. Et donc en gros, voilà, sur ce coup-là, ici j'ai 6 et 9, je décide de compléter sur les blindes 1500-3000. Il y avait eu un limp avant d'un joueur qui faisait un peu n'importe quoi. Et je verrai le flop où je toucherai une paire. Donc il y a 5 valet 6. Je touche la paire, ça check partout. Je touche mon 9 derrière. Donc là j'ai 2 paires, je décide de bet, je mets 10 000 ou 12 000 même, ça fold en big blind et le joueur qui fait un peu n'importe quoi décide de shove, il me couvre légèrement. Au départ du coup j'ai 15 big blind, donc si je fold ici, je peux encore en fait avoir 10 big blind, un peu plus de 10 big blind, 10-11 big blind, je peux encore m'en sortir. Plus je réfléchis, plus je le regarde, plus il essaye de faire le mec à l'aise et plus en fait au final il est crispé et je ressens vraiment cette crispation. Donc au final je finis par call et je fais un bon call puisqu'au final il a paire de 8, donc il tire une backdoor et un 8 éventuel qui peut passer devant et malheureusement il touchera ce 8 à la river. Ça m'a un peu puni du fait que je suis sorti de ma stratégie de jeu. C'est vrai que 6 et 9 c'est des mains que je colle très rarement de la small blind à la big blind puisque ça laisse vraiment trop de levier justement pour la big blind d'envoyer tapis. Moi c'est des choses que je peux faire de manière assez récurrente, donc c'est des plays que je ne pratique pas habituellement. C'est vrai que la big blind ne faisait jamais ça, donc là je suis un peu sorti de ma stratégie, surtout que le joueur aussi qui avait limpé faisait n'importe quoi, donc je me suis dit qu'il y avait peut-être quand même une situation des jetons à prendre. Ça a été le cas, vraiment, je suis pas passé loin, j'étais à environ 88% de chance de gagner ce coup, ça s'est pas passé, voilà, petite frustration quand même sur le coup, mais voilà, vite digéré, on est reparti le lendemain, on a rejoué. Bon là pareil, dans ce tournoi j'ai monté aussi des jetons, à un moment donné je prenais vraiment l'ascendance sur la plupart de mes adversaires, j'avais pas eu trop de difficultés donc à monter un petit peu des jetons, et mon adversaire à droite avait une belle remontée sur les 2 derniers tours. Il était plutôt joueur solide et en combat de blind, il est en small blind donc moi en big blind, il relancera donc sur ma blind où je collerai juste et malheureusement on tombera sur un flop as-9 je sais plus quoi et donc avec ma paire de 9 je fais un branlant de 9, il check, je mise, il me relance, je boite, il colle et il a les as bien évidemment. Donc là ça m'a fait redescendre beaucoup plus bas, j'ai pu remonter un petit peu et puis après, pas grand chose à raconter, j'avais des fous furieux qui étaient à ma table, donc là il a fallu jouer un peu plus sérieusement, et surtout j'ai eu un gros désert de cartes. Et encore une fois, je m'endormais à la table, j'étais pas hyper focus, et à un moment donné, donc, on était encore dans les 16 derniers en fait, j'étais dans les 16 derniers, il y avait toujours 8 places encore de payer, sauf que la 8e place ce coup-ci était payée 2200 $, les 7 premières places étaient payées à 2500, donc il y avait encore 8 joueurs à sortir pour avoir un billet qui était quand même assez conséquent. Et avec environ une quinzaine de blindes, habituellement celle-là j'ai As-Roi, avec une table comme ça je chauffe direct la plupart du temps. Sur ce coup-là j'ai décidé de la relancer normalement, et un joueur qui faisait un peu n'importe quoi encore, mais lui vraiment, il paye, on est en tête à tête. Donc sur un flop 10 valet 7, je ferai un continuation bet qui paiera et ensuite voilà, j'enverrai tapis sur le turn en ayant vu justement un tel où je sentais qu'il a payé mais qu'il avait plutôt une main faible. J'aime pas trop ce genre de play contre ce genre de joueurs là parce que je sais que des fois ils vont trouver des calls un peu improbables, mais j'ai décidé de prendre l'option agressive parce qu'il fallait vraiment aussi que je monte des jetons et que voilà, j'ai décidé de prendre une prise de risque et surtout ça faisait déjà 3 orbites que je n'avais pas joué un coup, donc j'avais une image qui était plutôt très sérieuse. Et je chauffe donc sur le turn et malheureusement il me payera. Il m'a payé avec Dame 7. Donc il m'a payé avec un Dame 7 préflop dépareillé et juste un 7 donc sur 10 valet 7. La turn je sais plus ce que c'était une carte anodine. Et donc je bust malheureusement là-dessus. Là pas hyper satisfait encore de mon play ici sur ce coup là. Honnêtement j'aurais pas dû prendre de risque justement à jouer post-flop ce genre de profil. Je l'ai fait, je suis un peu sorti de ma stratégie. Donc quelques petits regrets quand même aussi sur ce tournoi en étant pas si loin justement des places payées. J'aurais pu trouver aussi d'autres spots ensuite pré-flop pour envoyer. C'est vrai que ça paye un peu moins pré-flop dès lors qu'on met des tapis, qu'on met un peu plus de pression. C'est une bien meilleure stratégie, surtout avec des mains aussi fortes que As-Roi. Surtout qu'on peut se faire payer par des mains moins fortes que As-Roi. Et donc aller voir les 5 cartes, c'est souvent une bonne situation aussi pour doubler son tapis. Bref, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc là, après ce tournoi-là, on était donc à 5 tournois.
2 tournois payés, les 2 premiers, et 3 tournois consécutifs où je n'ai pas été payé. Mais en termes de résultats, ça reste vraiment très positif, puisque là, vous voyez comme ici, on est quand même à 30 heures de jeu donc sur 5 tournois. On est à un gain de 3200 $, ce qui nous fait 108 $ de l'heure. Donc ce qui fait qu'on est quand même largement positif sur ces 5 premiers tournois. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui on va aller faire le 6e ensemble. Donc je vous raconterai les coups charnières à chaque fois entre les pauses. Et donc en attendant, on va terminer ici avec mon tournoi que j'ai fait à l'Orléans et donc les résultats financiers globaux, cash game et tournoi cumulé. Donc le tournoi à l'Orléans, c'était un tournoi à 300 $, donc où il y avait 250 000 garanties. Donc c'était un tournoi vraiment intéressant puisque je pense qu'il devait y avoir 40 ou 50 000 $ pour le premier. Donc j'ai décidé d'aller me lancer dans ces tournois. Ça fait un petit moment que je fais plus les tournois normaux, mais j'ai décidé justement de voir un petit peu où j'en étais. Et j'étais plutôt content de moi, honnêtement. J'ai monté un gros tapis encore une fois, donc avec un jeu plutôt solide, avec des bons moves, des bons bluffs, des bons values également. Franchement, j'étais vraiment très très content jusqu'à que la machine commence un peu à se dérégler. Malheureusement, à un moment donné, j'ai 3 bêtes, un As-Roi hors position. Donc je ferai un C-bet ensuite standard, donc sur 10 Valet 7, où il me collera. Et derrière, j'ai décidé d'abandonner sur la doublette du 7. Il y a une doublette du 7 au turn, donc ça a check-check. Et j'ai check fold sur la river. Pourquoi j'ai décidé d'abandonner, c'est que ce profil était vraiment trop calling station. Il avait du mal à fold. Il a vu quelques-uns de mes bluffs. J'ai montré 1 ou 2 bluffs quand même, 2 gros bluffs. Donc j'avais pas une grosse image non plus en fait par rapport à ça. Il savait que je pouvais faire des moves. Et surtout, il avait un très gros tapis. Donc voilà, il était capable un peu de faire n'importe quoi. Donc j'ai joué un petit peu petit bras sur ce coup-là. Puis un petit peu plus tard, voilà, j'ai perdu quelques jetons, ça commençait à être un peu plus violent, il y avait environ 130, 140 000, donc j'avais quand même un peu plus de 30 big blinds. J'étais bien, donc jusqu'à ce coup où on est sur les blindes 2000, 4000, je suis en big blind, il y a un joueur donc au cutoff qui colle 4000, le bouton colle 4000 et la small blind donc complétera les 4000. J'ai valet 3. Je décide de check tranquillement. Flop magique pour moi, As 3-3. La small blind check. Je décide de checker, ça check également au cutoff, le bouton check également. Derrière, je touche une carte également magnifique puisque c'est le valet. J'ai donc full maintenant. La small blind check, je décide de faire une relance à 12 000. Ça paye au cutoff. Le bouton fold, la small blind fold, et donc on se retrouve en tête à tête. Donc le pot fait un peu plus de 40 000 maintenant. La river est un 9. Sur le coup, je me dis qu'il peut être capable de payer avec un as. Je shove direct pour essayer de prendre le max de value quand il a vraiment un gros jeu. Et effectivement, j'ai la chance qu'il a un gros jeu. Donc il va snap call et il aura un tellement gros jeu qu'il va me battre puisqu'il a pair as en main. Donc, que dire sur ce coup? Je m'en veux parce que je pense que c'est une erreur. Déjà, première chose, à ce moment-là, on doit être 60 left. Il y a 47 places payées. Donc, on n'est pas très loin, effectivement, des places payées. On doit être 66, je crois. On est à une vingtaine de places des places payées. Je décide de shove contre un mec qui a plus de jetons que moi, qui joue un peu bizarrement. Donc je sais pertinemment que dans ces fields, des fois il y a des gens qui se le plaient des mains, même dans ces positions-là, une paire as limpée, je l'ai déjà vu je sais pas combien de fois dans ma carrière, donc je suis au courant que ça peut exister. Mais surtout, voilà, il y a d'autres mains qui me battent, quoi. C'est ne serait-ce qu'un As-3 qui peut être vraiment dans sa range, même effectivement s'il n'y a pas énormément de combos. Au final, voilà, quand je suis payé, je peux être payé aussi par ces mains-là. Est-ce qu'il me payerait vraiment avec un As alors que je suis en big blind et que je peux avoir plein de 3? Au final, sur le coup, vous voyez, c'est la fatigue qui a fait aussi que j'ai pas réfléchi correctement parce que je ne pense même pas a posteriori qu'il peut me payer en fait avec un As. Honnêtement, même s'il n'était pas bon, je pense que son As, c'est un Américain en plus. Les Américains, même en fait de manière générale, sont quand même un peu plus craintifs que les autres joueurs dans le monde. Donc au final, je me suis level tout seul, c'est-à-dire que j'ai mis tapis en voulant prendre le maximum de value contre des mains qui pouvaient être plus faibles et qui pouvaient me payer. Mais au final, voilà, je pense que c'est une grosse erreur parce que je me fais payer que très peu par mois bien en mettant 3 fois le pot et qu'effectivement il y a quand même quelques combos qui me battent. Il y a tous les As, il y a les As-3, il y a les paires de valets, il y a les paires de 9. Même si paire de 9, il n'y a aucune raison qu'il soit là, hein, en théorie, quand je mets 12 000. Encore que certains profils à ce niveau-là sont capables de payer une paire de 9, donc ça peut aussi être le cas quand même de temps en temps. Donc au final, voilà, on pourrait penser que c'est un setup, mais c'est pas tant un setup que ça. Je pense que c'est surtout une grosse erreur de ma part. À la fin de ce tournoi, j'étais un petit peu quand même dégoûté de ce play. Donc sur cette semaine où j'ai fait 4 tournois, donc 3 tournois Survivor et ce tournoi à l'Orléans, j'ai perdu 1200 $, mais j'avais fait une petite séance de cash game pendant 2 heures juste avant un tournoi où j'avais gagné 194 $. Donc grosso modo, j'ai perdu un peu plus de 1000 $ sur la semaine, donc une semaine plutôt mauvaise. Avant-hier, je suis reparti faire du cash game, j'étais joué un petit peu au win,
win. J'ai perdu 40 $ en 45 minutes. J'ai changé de crèmerie ensuite, j'étais avec un pote donc aller jouer au César, ça faisait un petit moment que j'étais pas allé jouer au César. J'ai commencé à jouer sur la 1-3, j'ai perdu 160 $ en 45 minutes et je suis ensuite allé m'installer quand il y avait la place sur la 2-5, où là j'ai gagné 1200 $ donc sur la 2-5. J'ai fait plutôt une bonne session, ça a duré 4 heures à peu près. Donc au final voilà, c'est un peu plus de 1000 $ sur la journée. Donc au final ça a remboursé ma semaine de tournoi perdante en une journée de cash. Donc c'était plutôt un bon résultat quand même. Donc une semaine avec pas mal d'heures pour 0 de gain. Donc pour finir le bilan donc de ces 2 premières semaines, au final donc on est quand même largement gagnant puisqu'on gagne un peu plus de 5500 $. On a encore un très beau win rate, on a finalement peu joué puisqu'on est à 52 heures de jeu donc sur 15 jours. Ce qu'il faut prendre en compte effectivement c'est qu'il y a eu 5 jours où je n'ai pas pu jouer du tout puisque j'étais malade, mais on est quand même à 106 $ de l'heure donc tournoi et cash game cumulé. En tournoi, donc je vous l'avais montré tout à l'heure, on était un peu plus de 100 $ donc sur le tournoi Survivor. Donc là maintenant, bien évidemment, j'ajoute le tournoi que j'ai fait à l'Orléans où j'ai perdu donc 300 $. Donc là on n'est plus qu'à 79 $ de l'heure en tournoi et en cash game ça se passe plutôt bien. On a fait que 16 heures, 6 sessions. Bon, 6 sessions ça veut rien dire puisqu'il y a eu vraiment des courtes sessions, il y a eu 2 sessions de moins d'une heure, mais on est quand même à 166 $ de l'heure, donc un très bon ratio. Donc là c'est un bon début de Vegas, 15 jours 5500, je suis plutôt content des résultats. J'avais donc prévu 13 tournois Survivor donc avant de venir à Las Vegas puisque le programme était établi jusqu'au 1er mai. Là j'ai vu que du 1er mai au 2 juin, pardon, il y a 13 tournois Survivor qui ont été ajoutés donc au Venetian, avec en plus des tournois à 400 $, donc plus à 300 $ mais 400 $, même un à 600 $ le 2 juin. Donc ça c'est encore plus intéressant puisqu'il y a quand même encore plus d'argent à gagner sur ces tournois Survivor. Les 400 $ c'est vraiment ce que je préfère en plus. Donc du coup ça va se chevaucher également sur les 15 premiers jours de la villa de coaching que j'avais mis en place. Donc pour être sincère, voilà, c'est trop d'argent perdu si je fais pas ces Survivor, donc j'ai un peu changé d'optique sur la villa. La villa je continue à la faire, mais je vais limiter vraiment le nombre de joueurs dont je vais m'occuper. Ce qui n'empêchera pas que je fasse quand même en fait les 1 heure de coaching par jour, mais voilà, j'aurais peut-être moins à aller avec les joueurs, justement jouer avec eux, puisque j'avais annoncé en fait que je serais au moins 2 fois dans la semaine avec eux à jouer soit en cash game, soit aller voir un petit peu le contenu en tournoi avec eux et les accompagner dans leur tournoi. Ça c'est des choses bien évidemment que je vais maintenir. Donc s'il y a des joueurs qui sont intéressés juste par le logement et non pas en fait par le coaching, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook où vous allez pouvoir me contacter en privé et on pourra essayer de se mettre d'accord sur un prix. Moi ça m'arrangerait, ça permet qu'il n'y ait pas de chambre qui soit inexploitée. C'est un endroit qui est pas très loin du supermarché Smith, si vous connaissez, c'est pas très loin après le Palms. Il y a à peu près 15 minutes en bus pour aller jusqu'au Baileys, donc c'est un endroit qui est vraiment bien situé. Et moi effectivement voilà, ça me permettra de louer la chambre et aussi de pouvoir aller faire les tournois Survivor que je n'avais pas envisagé au début. Mais voilà, c'est vrai qu'en fait financièrement pour moi c'est mieux d'aller jouer quand même un petit peu plus que faire du coaching à 100% sur mon Vegas. Donc je vous mets les dates ici pour que vous puissiez voir un petit peu encore ce qu'il y a de dispo. Il y a de moins en moins de disponibilité, donc dépêchez-vous, c'est dans un mois. Si vous voulez également plus de précisions sur le contenu des coachings qu'il y aura dans cette villa, je vous invite encore une fois d'aller sur ma page Facebook. Il y a un post qui a été épinglé à ce sujet où j'explique tout, donc vous pourrez trouver tous les éléments nécessaires pour que vous puissiez voir si vous avez envie de me rejoindre ou non. Bon bah voilà, là je crois que vous savez tout. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on se retrouve à la première pause donc de mon tournoi Survivor tout à l'heure au Venetian. Allez, à toutes. Bon, de retour à la maison. Au final, on s'est pas beaucoup arrêté au Venetian. Donc là vous voyez, il est 1h28. Hop là. 1h28, au final j'ai joué qu'1 heure au tournoi. J'ai eu un petit coup que j'ai perdu au départ et je me suis retrouvé sur une confrontation les dames contre les rois. J'ai pas réussi à fold ce coup là, déjà pour une première raison, c'est qu'on n'était que 25 joueurs à ce moment là, que je me doutais qu'il y avait que très peu de places payées, 3-4 places payées maximum sur ce coup-là. Il y avait vraiment en fait un fil qui était très petit. Et du coup, voilà, j'ai décidé de bourriner un peu plus que d'habitude. Malheureusement, voilà, les dames contre les rois, c'est pas passé, baby flop. J'ai pas trouvé le fold. Un peu déçu, mais en fait, voilà, en même temps, j'ai pas perdu beaucoup de temps non plus sur ce tournoi. Donc voilà, next. Je suis parti aller jouer ensuite en cash game, en 2-5 donc au César. Et voilà, j'ai fini even. J'ai gagné 2 $ en 2 heures et ça m'a permis de rencontrer un joueur pro français donc qui habite en Angleterre, donc qui était très sympa. Donc du coup on était mangé parce que j'avais un autre
copain pro également qui est à Vegas en ce moment. Ça faisait quelques années qu'on s'était pas vu, donc on a été manger à 4 tranquille dans un petit resto japonais, donc voilà, c'était pas mauvais. Et ensuite on a été boire un coup dans ce bar, vous voyez, donc avec une décoration quand même assez particulière qui était plutôt sympa. Moi franchement j'ai bien aimé, c'était un peu bruyant mais bon, ça nous a permis quand même de discuter un petit peu entre nous et c'était cool. Donc l'endroit s'appelle le Golden Tiki, une ambiance un peu particulière, une décoration un peu particulière. Je vous laisse juger ça de vos yeux, hein. Est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous plaît pas. Il y a les toilettes également, les toilettes sont vraiment très particulières puisque vous avez des têtes de mort dedans, c'est un peu space. Donc quand vous avez pissé et que vous commencez à être à côté du pissoir, il y a même en fait une petite voix qui commence à vous parler, etc. J'ai pas tout compris ce que ça disait, mais c'était plutôt marrant. Donc, ça s'appelle le Golden Tiki, ça se trouve dans le Chinatown, c'est la rue qui est entre le Palazzo et le Wynn, en allant vers Chinatown. Donc voilà, si vous avez envie d'aller boire un coup dans une ambiance un peu particulière, vous pouvez aller à cet endroit. C'était plutôt sympa, on a passé un bon petit moment. Donc voilà pour ce vlog qui ne s'est pas fini du tout comme je m'y attendais. Voilà, c'est aussi ça la vie en fait sur Las Vegas. On prévoit des choses mais ça ne se passe pas toujours comme on pense que ça va se passer. Et du coup voilà, un peu fatigué ce soir. Passez une bonne semaine et donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Allez, à plus, ciao.